voudrais vraiment saluer les étudiants et tous les intervenants de ce colloque de l'ENSAIA consacré au biocontrôle. Vous priez d'excuser mon absence physique parmi vous, mais un voyage différé pour cause de violence se déroule en ce moment même en Palestine, où je dois auprès du Concile de France inaugurer une livrée et une grosse opération de maraîchage en Cisjordanie. Donc je serai dans l'agroécologie, je serai dans le développement, mais à quelques milliers de kilomètres de vous, dans cette terre qui me tient tant à cœur. Je voudrais avec vous partager quelques analyses, quelques convictions et vous souhaiter pleine réussite à ce colloque. La première conviction, c'est de dire que toutes les solutions techniques qui sont envisagées aujourd'hui, elles sont nombreuses pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et les problèmes de qualité de notre agriculture, passent par des décisions politiques. Il faut de la volonté, il faut de la permanence à l'échelle française, à l'échelle européenne. Il faut, avec la société civile, avec les producteurs, avec les consommateurs, opérer ce que j'appelle une transition culturelle. Le premier élément que je voulais vous livrer, c'est qu'il me semble que dans la foulée, dans le même mouvement que le Grenelle de l'environnement, ce gouvernement et la société civile sont aujourd'hui moteurs de changements importants. Même si les résultats ne sont pas là, on va dire que tous les germes d'une mutation sont en route. Je voulais à la fois parler de sécurité alimentaire et de qualité alimentaire, parce que nous avons à faire face à un double enjeu, celui de nourrir 10 milliards d'habitants en 2050, mais également de répondre à une aspiration montante, tout à fait prégnante de nos concitoyens, qu'ils soient petits ou grands, ruraux ou urbains, riches ou pauvres, pour la qualité alimentaire et plus globalement pour la qualité de l'environnement, nous pourrions dire pour la qualité de vie. Je suis attentif à développer partout cette idée d'une alimentation de toutes les qualités, de cette capacité, parce que nous serions capables de consommer mieux, d'inviter le marché, les producteurs à produire autrement. Ce mouvement ne doit pas être désordonné, il ne doit pas être conflictuel, il doit être organisé. Et dans ma mission de présidence du comité Ecofito auprès du ministre de l'Agriculture, avec toutes les parties prenantes, dans le rapport que j'ai rendu au Premier ministre pour évaluer la mission de la France en matière de mise en œuvre de la directive sur la production intégrée, je me suis attaché à organiser, à trouver un chemin pour cette transition. Et bien c'est dans cette logique-là que le biocontrôle apparaît comme une solution. Alors, une des solutions, puisque la cœur de ce rapport, de cette mission que j'ai rendue, a été de définir deux étapes et deux marches importantes pour une désaddiction de la phytopharmacie telle que nous la connaissons aujourd'hui. La première étape vise à diffuser tous les résultats, toutes les bonnes pratiques telles qu'elles sont déjà mises en œuvre, notamment dans le labo géant que constituent les presque 2000 fermes défis, qui sont des fermes qui expérimentent une trajectoire initiée en 2008 dans la foulée du Grenelle de l'environnement. Diffuser, passer de 2000 fermes défis à 3000 fermes défis, mettre en mouvement 30 000 agriculteurs en agroécologie, c'est se donner une trajectoire qui permette d'atteindre moitié des exploitations dans une dizaine d'années dans une démarche d'agroécologie. C'est le premier moteur, mais l'autre moteur d'ici 2020, c'est également la mise en œuvre d'une boîte à outils qui comporte pour l'essentiel trois leviers. Le premier levier, c'est celui de la génétique. Si on dédiabolise le sujet, on est capable, au-delà même de la mutagène, de penser des génétiques plus résistantes, plus adaptées au temps présent, plus résistantes aux agresseurs, qui apportent une bonne partie des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Si on change le cahier des charges de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée en matière semencière, nous avons des marges de manœuvre importantes. Deuxième levier, il a été très peu exploré dans le cadre d'Ecofito 1, c'était un angle mort, c'est celui de l'agroéquipement, du machinisme agricole, l'agriculture de précision, la pulvérisation, mais également les techniques de désherbage mécanique, connaissent aujourd'hui une véritable révolution technologique. Il y a dans des salons spécialisés, au salon de l'agriculture, au salon du machinisme, mais également au CIVAL, où je me suis rendu il y a peu, à l'invitation de son président, un foisonnement ou dans des colloques comme celui de Agrotech, nous avons un foisonnement d'initiatives. Aujourd'hui, le marché des fournisseurs
inventent des solutions qui étaient inimaginables et il y a peu. Le troisième outil qui peut permettre d'obtenir un moins 20% d'ici 2020, c'est celui du biocontrôle. Donc génétique, machinisme et puis biocontrôle. Le biocontrôle représente aujourd'hui peu ou prou, les chiffres sont discutés entre 3 et 5% des solutions pour contrôler des maladies, des agressions, des problèmes de désherbage ou lutter contre les insectes. L'ambition de la filière, l'ambition portée par le ministre, c'est de multiplier par 3 ce facteur de solution et certains espèrent même un facteur 5 dans les années à venir. Et nous devons tout faire pour que les solutions de biocontrôle dans leur diversité soient au service de cette mutation. Cette boîte à outils, la diffusion des bonnes pratiques, cela nous permettrait, et les CEPP, bien sûr, certificat d'économie de phytosanitaire, dont le décret devrait bientôt être publié, permettent de nous mettre dans une trajectoire de moins 20% dans 5 ans. Au-delà, nous savons qu'il faudra faire appel à des découvertes scientifiques non accessibles aujourd'hui, qu'il faudra bouleverser les règles de l'écosystème de la ferme France, faire appel à des régulations de marché, à des équilibres entre l'élevage et la céréaliculture, qu'il nous faudra mobiliser des aides de la PAC, certainement mieux ciblées, et évitant les excès et les erreurs que nous avons connues jusqu'à présent. Bref, il faudra amplifier le mouvement engagé en 2013, le corriger et le rendre plus efficient sur le terrain. Première étape, donc, jusque 2020, 2015-2020, et puis une deuxième étape, 2020-2025, pour atteindre cet horizon de moins 50% qui était fixé au Grenelle de l'environnement. Il faut plus de temps, mais il faut toute notre énergie et faire converger nos efforts. Alors, le biocontrôle est un des outils, je l'ai indiqué, de cette phase actuelle qu'il faut mettre en œuvre. Qu'avons-nous fait aujourd'hui sur le plan politique et institutionnel pour favoriser ces solutions qui existent depuis la nuit des temps et qui connaissent un essor nouveau et un intérêt nouveau aujourd'hui? Ce que nous avons fait tout d'abord dans la loi d'avenir, c'est de donner un statut au biocontrôle en définissant de façon extrêmement précise ce qu'il était, les familles de produits qu'il représentait, afin d'enlever toute ambiguïté et de fixer dans la loi le champ qui était recouvert. Ce n'est pas anodin. J'ai par ailleurs personnellement veillé, sous forme d'amendement, à instaurer un coupe-fil pour les produits de biocontrôle. Une fois qu'ils étaient définis, nous avons demandé à ce que les organismes qui assurent la mise en marché, l'ANSES en l'occurrence, étudient de manière privilégiée et accélérer ces produits par rapport aux solutions agrochimiques conventionnelles. Donc, ce coupe-fil devrait permettre d'être un accélérateur de croissance. Encore faut-il que l'ANSES, comme autorité de mise en marché, ait les moyens de ce travail. Il fallait lever un plafond de personnel, un plafond de dépenses en ressources humaines qui avait été fixé de manière dogmatique dans les temps passés. J'y ai veillé dans un amendement au projet de loi de finances. L'ANSES désormais peut répondre au marché des demandeurs d'autorisation de marché en biocontrôle comme en chimie de façon accélérée avec ce parti pris, d'espérance que les solutions nouvelles sont globalement moins nocives, moins polluantes et plus résilientes que les solutions passées. Donc, accélérateur de progrès et coupe-fil pour le biocontrôle, c'est pour l'essentiel ce que nous avons fait. Il y a par ailleurs, et vous y reviendrez certainement à travers tel ou tel intervenant venant du privé ou du public, la constitution d'un cluster, d'un pôle de compétitivité autour du biocontrôle pour que toutes nos forces s'articulent, celles de la recherche publique, incarnée par l'INRA et d'autres opérateurs. C'est également assuré par des entreprises de taille extrêmement diverses. Il y a bien sûr les multinationales, les majors de l'agrochimie, mais il y a également des startups où la France joue un rôle important d'incubateur, de pépinière. Comment organiser cette filière, comment réguler cette filière. Nous savons que parfois une grande entreprise peut être tentée d'acheter un brevet, mais de le mettre de côté tant qu'elle n'a pas épuisé un ancien produit qu'elle veut amortir et rentabiliser. Comment favoriser une saine compétition des solutions, comment garantir une diversité des acteurs et une saine concurrence, c'est un des objets de régulation auxquels nous devrons absolument veiller. L'idée, c'est bien d'accélérer la mise en œuvre des solutions et d'atteindre ce facteur 3 ou ce facteur 5 dans les meilleurs délais. Une attention particulière a été portée dans Ecophyto 1 autour des produits naturels peu préoccupants.
un certain nombre de produits qui ne peuvent pas connaître d'amortissement sur le marché, dont la mise en marché et les études qu'elles supposent ne peuvent être amorties par les opérateurs parce qu'il y a un coût trop faible de commercialisation, était l'objet d'une polémique qui était vaine puisqu'elle ne produisait rien de bon. Il y a eu l'intelligence d'une mission confiée à l'ITAB de régler le sort d'un certain nombre de ces PNPP et j'ai beaucoup insisté pour que nous réservions une partie des 30 millions de redevances pour pollution diffuse mobilisées dans le plan Ecofito 2, de façon supplémentaire aux 41 millions précédents, à cette accélération de la mise en autorisation de produits peu préoccupants, mais qui aujourd'hui manquent dans leur capacité à être mis sur le marché en toute sécurité pour les utilisateurs et pour les consommateurs. Il y aurait donc un pack public de mise en œuvre de produits qui ne connaissent pas naturellement un amortissement par le jeu du marché afin d'élargir le catalogue des solutions. Une attention particulière a également été apportée à ce qu'on a appelé les usages orphelins, ces solutions chimiques ou non qui là aussi ne trouvent pas de réponse par la seule loi du marché et pour lesquelles j'ai demandé à ce que des crédits soient réservés. Le comble serait que nous allions chercher dans des pays tiers où la sécurité sanitaire est moins assurée, le remplacement de ce que des filières aujourd'hui, là où des filières actuelles échoueraient par manque de solutions et d'alternatives. Usage orphelin, PNPP, accélération du processus de biocontrôle, nous sommes en train d'apporter une respiration à tous ceux qui veulent mettre en œuvre l'agroécologie, répondre à des attentes nouvelles du marché. C'est tout le sens de l'action que nous menons. Elle est chargée de promesses dans la céréaliculture, dans le maraîchage, qui est un des secteurs aujourd'hui où le biocontrôle apporte le moins de réponses à court terme. Mais nous savons que dans la vigne et dans l'arboriculture, il y a des promesses importantes. Je voulais vous dire également que cette recherche sur le biocontrôle ne doit pas nous distraire de tous les efforts en matière d'agronomie de façon plus large. Cette boîte à outils que j'évoquais, agroéquipement, biocontrôle et génétique, ne trouve tout son sens et son amplitude que si elle s'insère dans des processus plus larges, des processus qui associent toute une gamme de solutions. Je crois que la rotation, la polyculture élevage, la diversité des cultures, l'association des cultures sont les meilleures garantes d'une agroécologie efficiente et c'est souvent dans la combinaison des solutions que nous avons les réponses les plus pertinentes. Il ne s'agit donc pas d'opposer une approche plus technique et une approche plus systémique, il s'agit simplement de les articuler, c'est cette voie de transition que j'ai indiquée dans le rapport. Les derniers arbitrages politiques ont été largement gênés par toutes les solutions, les crises multiples qui se sont manifestées cet été, sécheresse, peste et cours, crise structurelle et conjoncturelle mêlée. Le rapport Ecofito que j'avais produit a rapidement fait l'objet d'un consensus au sein du gouvernement, du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture. Il a séduit les parties prenantes, mais la crise a favorisé une réaction et un retard dans sa mise en œuvre. Je crois que les résultats que nous avons en 2013 puis en 2014 sont suffisamment inquiétants pour que nous nous remobilisions au plus vite. Il est temps de trancher, il est temps de mettre en œuvre Ecofito 2, y compris certificat d'économie phytosanitaire. Et dans ces certificats d'économie phytosanitaire, qui vont être du B2B entre les fournisseurs et les adhérents aux clients des metteurs en marché et de l'agrofourniture, je suis convaincu que les biocontrôles trouvera une place importante. Nous devrons accompagner sa diffusion non seulement par des appels à projets tels que nous l'avons fait dans Ecofito 1, mais véritablement par un plan de diffusion afin de permettre sa banalisation, son usage, et que la pratique, la sagesse paysanne et la pratique agricole permettent de tester et d'inventer des solutions complémentaires. Je crois profondément à cette dynamique et je pense qu'elle peut en Lorraine connaître un essor et un berceau tout à fait singulier. Je milite globalement pour que la Lorraine du Sud, qui est la terre de l'ENSAIA, mais qui est également le lieu d'accueil de stations expérimentales de l'INRA, qui est également la terre d'Arvalis et celle de tous les travaux des consulaires, des instituts techniques, regroupent leurs forces et les unissent dans un pôle agroécologique qui rayonne à l'échelle du Grand Est. Il en va
de l'avenir de l'agronomie, de notre participation au débat du monde. Il en va également de notre capacité à faire rayonner dans toute l'agriculture des solutions innovantes qui n'excluent pas, qui ne segmentent pas, mais qui permettent une transition heureuse. Ce combat-là est absolument passionnant. Je voulais vous dire, en ayant en tête la Palestine, où je serai lundi prochain, mais en pensant également à d'autres déplacements internationaux que j'ai opérés au nom de cette mission agroécologie, à quel point l'agronomie, la sécurité alimentaire est une fierté française que nous devons porter ensemble. Je milite pour qu'elle soit une chance pour tous les consommateurs et pour tous les producteurs. Je milite que dans la Lorraine du Sud, nous soyons un pôle d'excellence dans cette transition attendue. Merci et bon colloque.